Bonjour Georges Michel. Bonjour Aude. Bienvenue dans Actualité protestante. Alors on vient d'entendre un reportage où on découvre que la FPF fait paraître cette semaine les actes d'un colloque sur les évangéliques qui s'est tenu en 2019. Quelle est votre réaction à vous ? Eh bien, ma première réaction, c'est une réaction de joie. De joie parce que c'est le résultat et le fruit d'un remarquable travail d'équipe, d'une équipe qui a travaillé à la fois pour le colloque et puis après pour les suites de ce colloque avec ce remarquable ouvrage qui est quand même une première que l'on peut souligner dans sa qualité et puis aussi dans son fond. Deuxièmement, parce que c'est l'expression de la réalité de ce monde évangélique qui a connu son véritable essor dans la deuxième partie du XXe siècle et qui aujourd'hui prend sa pleine place dans le paysage à la fois protestant et le paysage de la société civile et dans les cités et un peu partout. C'est l'expression d'un protestantisme évangélique qui s'exprime non plus contre, mais avec la réalité du protestantisme français, avec la réalité de l'interreligieux, des autres confessions chrétiennes, et aussi la réalité du monde qui l'entoure, dans les villes dans lesquelles ces églises sont établies. Alors vous êtes secrétaire général de la Fédération protestante de France depuis plusieurs années déjà, nous allons en parler, mais vous êtes aussi issu d'une église évangélique vous-même, l'UAPM. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette union d'églises ? Parce que dans la découverte de ce projet éditorial, c'est intéressant aussi votre identité à vous. Alors l'UAPM, d'abord, ça veut dire Union des assemblées protestantes en mission. Lorsque j'étais président de cette union d'église, avant que je devienne secrétaire général, j'avais proposé à l'ensemble des pasteurs un slogan qui nous définissait un petit peu et qui est resté. C'est celui-ci, c'est l'UAPM, missionnaire du cœur de la cité jusqu'aux extrémités de la terre. Ceci dit humblement, pas trop de prétention quand même. Mais l'idée derrière, c'est quoi ? L'idée, c'est que finalement, nos églises sont implantées au cœur des cités, bien souvent dans l'urbain très dense, et notre mission première, c'est de témoigner de l'Évangile au cœur de ces cités. Mais de ne pas se limiter à cela, puisque dès le début de l'Évangile, nous le voyons dans les premiers textes, l'Église sort de Jérusalem pour aller à l'extérieur. Et donc, en fait, nous avons aussi cette mission, bien au-delà de nos cités. C'est un peu mon cas, après que 30 ans de vie pastorale à Ivry. Parallèlement, j'ai mené une vie de missionnaire à Madagascar. C'est l'image de ce que nous voulons être dans notre union d'église. Alors donc vous êtes secrétaire général de la FPF depuis 2014. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce ministère, cette fonction, cette mission globalement ? Alors je sais bien l'interview est courte et vous avez beaucoup travaillé, et la mission est large, mais voilà. Quel est le bilan que vous dressez, vous, après toutes ces années-là, au sein de la fédération ? Alors, il y a deux questions dans ce que vous me demandez. La première, c'est cette fonction de secrétaire général. J'ai deux images qui décrivent pour moi le mieux la fonction de secrétaire général. Nous avons tous un vélo, ou nous en avons eu un, et le secrétaire général, c'est le moyeu de la roue. C'est pas ce que l'on regarde en premier. Généralement, on regarde la couleur du vélo, éventuellement le conducteur ou la conductrice. Mais on ne regarde pas le moyeu. Et le moyeu, en fait, tous les rayons viennent au centre de la roue pour que le véhicule avance. Eh bien, c'est ça, le secrétaire général. Ces rayons, c'est évidemment le conducteur, c'est le conseil de la FPF, avec son président, le pasteur François Calveroli. Et puis les rayons, c'est l'ensemble des services, des commissions. Ces services, c'est la communication, la radio, la télévision, les services d'aumônerie. Enfin, je ne vais pas y revenir, tout le monde connaît peut-être cela. Et donc, en fait, cette fonction, c'est une fonction assez généraliste, qui s'exprime dans des aspects les plus divers. Le secrétaire général, il change de casquette en permanence. C'est le cas d'ailleurs pour cette émission, mais il est tantôt chef du personnel, tantôt conseiller auprès des églises lorsqu'elles ont des difficultés avec les préfectures, tantôt dans le domaine juridique, des fois dans la réalité d'un ministère plus pastoral auprès de certains pasteurs. Bref, un emploi du temps chargé, on ne s'ennuie pas et on se couche le soir avec plus de travail que le matin. Mais alors, quel est selon vous le rôle de la FPF ? Qu'en attendiez-vous avant de venir et puis qu'en attendez-vous encore aujourd'hui ? Écoutez, lorsque j'ai pris mes fonctions à la FPF, j'ose dire que je ne connaissais pas grand-chose. J'ai été membre de la commission de télévision pendant de nombreuses années avant, mais pour autant, ça a été une vraie découverte pour moi dans ce qu'était cette institution. Ce que
j'en retiens, et ce que j'ai vécu, en fait, c'est que cette institution a deux vocations. Une vocation interne et une vocation externe. La vocation interne, c'est tout son engagement auprès de ses membres, qui prend des formes les plus diverses, je l'ai dit dans la question précédente, à travers les services, à travers les aumôneries et bien d'autres choses, et évidemment la dimension externe. La dimension externe s'exprime avec la notion de représentativité, avec la notion de parole protestante dans un monde qui manque des fois d'éclairage religieux, dans la réalité en fait d'une famille protestante qui a beaucoup changé et qui évidemment influe l'évolution de la Fédération protestante de France. Juste pour situer les choses, nous avons à peu près, selon les chiffres que nous avons, 3300 lieux de culte en France à caractère protestant. Parmi ces 3300 lieux de culte, allez, disons 3500 peut-être, eh bien, il y en a 2200, 2400 dont nous connaissons l'attachement à telle ou telle fédération ou à telle union d'églises. Le reste, ce sont des églises indépendantes, encore indépendantes si j'ose dire, et qui bien souvent sont issues de l'immigration. Et ça, c'est un fait nouveau depuis, on va dire, 30 ans. Et un des grands enjeux de la fédération sera aussi de tenir compte de ce nouveau panorama, cette nouvelle expression protestante qui, de façon inéluctable, s'exprime sur le territoire français. Alors certes, ce sont des églises à caractère d'origine, des églises chinoises, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, indiennes, sri-lankaises, évidemment d'Afrique subsaharienne. Et donc tout ça conduit la FPF dans un vrai défi aussi de dialogue avec ces églises, de rencontre avec elles, et peut-être aussi de soutien, peut-être aussi d'apport très technique sur l'aspect juridique ou bien d'autres choses, en vue en fait d'une réalité ecclésiale qui, dans ce XXe siècle, est en train de vraiment changer. Alors justement, pour mieux comprendre, comment se déroule une demande d'adhésion à la Fédération protestante de France? Comment est-ce qu'on peut devenir une église membre tout à coup là? Alors, déjà, vous rappelez, vous le savez, que la fédération, ce n'est pas que des églises, c'est aussi des communautés, œuvres et mouvements. Et ces dernières années, les adhésions de ces communautés, œuvres et mouvements ont été plus nombreuses que les unions d'églises ou les églises elles-mêmes. C'est toute cette dynamique du monde protestant qui s'exprime dans la réalité concrète de l'associatif loi 1901, à travers le social, à travers le culturel, qui de la musique ou qui de l'engagement auprès de réalités sociales de proximité. La fédération aussi, il faut se le rappeler, mais c'est bien de le redire, ce n'est pas une super église. Il y a beaucoup de confusion avec ça. La fédération, c'est une institution qui fédère, qui a des missions pour ses membres, mais ne joue pas un rôle d'église. Pour les communautés, les églises qui souhaitent adhérer, comme les communautés au mouvement, je dirais que l'adhésion est assez simple, mais elle revêt quand même quelques caractères essentiels. Le premier caractère, et ce que je vais dire est une évidence, il faut être protestant. Il ne suffit pas d'avoir une bonne organisation avec de bons motifs, il faut avoir le caractère protestant. Ça, c'est un des premiers éléments qui fait qu'on va pouvoir ouvrir un dossier de demande d'adhésion. Après, eh bien, et ça me semble important, c'est que la légitimité d'une adhésion, c'est aussi celle, non pas seulement d'une institution qui viendrait adhérer et y serait au bénéfice, mais d'une institution qui participe, qui a envie de vivre la vie fédérative. Et ça, c'est un défi vraiment intéressant. Je dirais finalement que la Fédération protestante de France, c'est un peu comme l'auberge espagnole. On y reçoit aussi ce qu'on y apporte. Certains y sont depuis longtemps et en vérifient la réalité, d'autres de façon plus récente, et pour souvent, ce sont des institutions qui apportent des choses très intéressantes. On pourrait penser par exemple à l'association MEDER qui intervient beaucoup dans les situations d'urgence internationale et qui a été un apport nouveau pour la FPF parce que nous n'avions pas cette dimension et ils sont venus apporter à la fois leur professionnalisme et à la fois aussi toute cette dimension d'implication protestante sur le terrain. Mais je pourrais en citer bien d'autres. Alors en juin 2022, vous quitterez ce poste de secrétaire général, mais avec du recul, qu'est-ce qui vous aura marqué le plus dans cette fonction et qu'est-ce que vous espérez voir perdurer ou améliorer? Écoutez, lorsque l'on
met fin à un mandat, à une mission. Après 8 ans, effectivement, l'an prochain, je quitterai mon poste. Je crois qu'il faut en retenir le positif. Dans toute réalité humaine, on peut y retenir un négatif, mais dans le fond, ça n'apporte pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est en retenir le positif. Et ce positif, en fait, c'est une remarquable famille. C'est à la fois une équipe qui fait fonctionner cette institution avec qui j'aurais travaillé pendant 8 ans d'une très grande richesse, avec des gens absolument passionnants et agréables à vivre, je veux le dire. Je pense à tous ceux et toutes celles avec qui je travaille, avec qui j'aurais travaillé, je veux le souligner. Et puis, bien évidemment, ce que je retiens pour le futur, c'est le danger qui plane sur toute institution. Une institution, en fait, quelle qu'elle soit, part d'un rêve fondateur. Je pourrais citer la Croix-Rouge française, par exemple, dont le rêve fondateur d'Henri Dunant, c'était de soigner les blessés sur les champs de bataille. Aujourd'hui, les champs napoléoniens ne sont plus tout à fait les mêmes, les champs de bataille ne sont plus tout à fait les mêmes, et il se pourrait que la Croix-Rouge ait développé d'autres réalités qui sont celles de son rêve fondateur. C'est beau, et en même temps, c'est dangereux. Parce que, dans le fond, en fait, on voit très facilement des institutions qui s'éloignent de la raison pour laquelle elles sont nées et de la raison pour laquelle elles peuvent se développer et exister. Ainsi, en fait, le véritable danger, c'est d'aller sur d'autres chemins que sur lesquels on serait vraiment appelé. Et jusqu'à maintenant, après un siècle, un peu plus d'un siècle maintenant, puisque la fédération est née en 1905, la fédération s'est effectivement diversifiée et a toujours essayé quand même de rester dans son cœur de métier, si j'ose dire, essentiel. Le danger, ce serait qu'on aille ailleurs. D'abord, oublier que ce qui nous conduit, c'est l'amour de Dieu. Ensuite, c'est le témoignage de l'Évangile. C'est quand même pour cela qu'on se met ensemble au niveau protestant, au milieu d'un monde qui n'accueille pas forcément aujourd'hui au quotidien cet Évangile, parce qu'elle lui est étrangère, elle est loin. Et enfin, c'est la réalité en fait d'une institution qui doit être conduite par la parole de Dieu dans son fonctionnement et dans son existence. Comme disait Dieu à Josué dans le livre de Deutéronome, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Et je crois que les dirigeants de la fédération, à travers les décennies, ont essayé de garder le cap avec la réalité d'une société qui évolue. J'en ai parlé avec la diversité du protestantisme, mais aussi avec la réalité d'une jeunesse qui ne pense plus le spirituel comme on le pensait il y a ne serait-ce que 50 ans, ou d'une société qui n'accueille plus le spirituel comme on l'accueillait il y a 50 ans. Merci beaucoup Georges Michel. Merci pour cet entretien qui, je suppose, va vraiment intéresser nos auditeurs. À bientôt.